Maître Isaac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons oranges. Luc Tassé est avec nous pour parler de politique internationale. Monsieur Tassé, bonjour. Salut Benoît. Je te l'avais dit. Parler. Quoi? Ben, je te l'avais dit que tu faisais bien de voter pour Trump. Je peux pas voter pour Trump, je suis pas américain. Ah, t'as pas double citoyenneté? Ben non. Pourquoi? Je veux pas non plus. T'en veux pas? Non. Je comprends. Mais c'est pas des farces, ce qui se passe. C'est sérieux. Là. Mais non, regarde Benoît. Il l'a dit ce matin, Donald. Tout va très bien. L'économie est très en santé. Tout va bien. Écoute, c'est la pire débâcle boursière. C'est la 5e pire débâcle boursière depuis 1945. Puis c'est pas terminé. Donc, c'est vraiment Trump qui a provoqué ça, on le sait. Tu en parlais tout à l'heure avec Alexandre, c'est évident. On sait que en fait, il y a un problème général parce que, si tu veux, ce qui se passe, c'est que le niveau des douanes, des taxes est monté à son plus haut niveau depuis 1945. C'était 10% en 1945, environ 5% après la guerre, puis 2% depuis 25 ans. Il l'a monté tout d'un coup. Ben oui, ça provoque tout ça. C'était très attendu. Tous les spécialistes le disaient. Tout le monde en parlait. Mais dans le régime de Trump, qui est fascisant, ben non. L'ignorance est célébrée comme une vertu. On se méfie de la connaissance. Et tu sais, je suis tombé par hasard, vraiment, en ouvrant un dictionnaire sur les œuvres de sciences politiques. Tu sais, ça m'arrive, j'ai ce genre de passe un peu bizarre. Ouais. Je suis tombé sur un théoricien un peu oublié, Wilhelm Reich, qui a écrit des livres sur la sexualité et la politique, le lien entre la sexualité et la politique. C'est un psychanalyste, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec tout ce qu'il prône, tout ce qu'il dit, mais lui dit, dans les régimes fascisants comme ça, la figure autoritaire, lui se réfère évidemment à Hitler, mais tous les régimes fascisants sont les mêmes, donc la figure de l'autorité, donc Trump, fusionne l'autorité du père et de la mère, et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle garde les gens dans un état infantile, pré-édipien, et ça leur donne toutes sortes de pulsions qui sont enfantines en réalité. Mm-hmm. Et les adultes qui sont dans le domaine rationnel voient ce qui se passe, sont contre ça, mais ceux qui ne sont pas dans le domaine du rationnel restent prisonniers de ces pulsions-là. Et ça fait en sorte qu'ils rejettent la connaissance parce que la connaissance est libératrice de ces pulsions. Et si tu veux, et je ne suis pas psychiatre, là, je l'explique probablement très mal, mais ils ne sont pas capables de se libérer de ça. La connaissance est quelque chose qui, en effet, qu'ils rejettent. Tout comme, d'ailleurs, la libération sexuelle, comme d'autres choses aussi. Et tu sais, je disais ça, puis je me disais, il y a peut-être un peu de vrai là-dedans. Quelque chose, ça explique ouais. peut-être un peu pourquoi t'as tant de gens qui adulent Donald Trump en ce moment. Et c'est vieux hein, comme phénomène, ça fait 7000 ans que ça existe. C'est pas quelque chose qui est récent. C'est des pulsions qui sont très, très anciennes. Ça prendrait un psychiatre. Peut-être si tu avais la bonne idée d'inviter un psychiatre pour t'expliquer Donald Trump, ce serait une bonne idée, Donald Trump et la politique. Mais en tout cas, toujours est-il que... Ouais. On a essayé, mais ils te répondent toujours, tu sais, je l'ai pas diagnostiqué, je l'ai pas reçu, non, donc je peux pas faire un diagnostic précis. Mais un psychiatre qui te parlait de William Reich et de ses thèses, ça peut-être, tu pourrais trouver quelque chose là-dessus. Mais as-tu vu la photo de Trump qui s'apprête à aller jouer ou qui revient de jouer au golf? Oui, c'est incroyable. Ouais. Tu dis, c'est ça l'image fascisante de la politique. C'est... Okay, c'est pas passé par le bureau des communications, ça, de Donald. Je pense pas, non, je pense pas. Oh là là. Bon, il y a M. Macron qui préfère être à l'extérieur du pays. Ben, il est en Égypte en ce moment, il est en visite au Caire. Et en fait, il nous rappelle qu'il y a d'autres choses qui existent en dehors de la bourse des États-Unis. Et ce qui est en train de se passer, évidemment, au Caire, c'est que, pas au Caire lui-même, mais à côté à Gaza, c'est que les Israéliens ont recommencé à bombarder, comme tu sais, Gaza, et qui sont en train de dépecer Gaza, parce qu'ils veulent en faire des territoires israéliens, et le monde entier, sauf Donald, est contre. Et donc, il a dit, écoutez,
Il a réitéré à tout déplacement de population hors de Gaza. Il a demandé la restauration d'un cessez-le-feu. Il a dit, écoutez, je soutiens le plan des pays arabes pour la reconstruction de Gaza. Puis il a dit, non, je ne veux pas que le Hamas soit là-dedans. Il faut que le Hamas ne joue aucun rôle à Gaza et qu'Israël soit en sécurité, soit protégé contre le Hamas. Donc, il est vraiment très rationnel. Il dit, écoutez, ça ne va pas bien. Mais, en même temps, il dit qu'il faut aussi réouvrir les points de passage pour l'aide humanitaire. Il ne faut pas se laisser souffrir 2,4 millions de personnes comme ça. Et nous, en France, on va peut-être reconnaître bientôt l'État palestinien. En tout cas, il va organiser avec l'Arabie saoudite un sommet sur la question. Pas sûr que ce soit une bonne idée de faire ça avec l'Arabie saoudite, mais bon. Tu prends ce qui se passe. Mais en même temps, quand tu vois que les Gazaouis manifestent contre le Hamas à Gaza... Oui. Ça en dit long, là. Puis là, t'as des imbéciles ici qui manifestent pour justifier les actions du Hamas. Oui. C'est incompréhensible ce qui se passe. Il y a un gars de 23 ans, Benoît, il y a un gars de 23 ans qui s'est fait arrêter par le Hamas et il s'est fait torturer à mort parce que, justement, il avait organisé une manifestation contre le Hamas et il avait crié des slogans contre le Hamas. Oui, ça, c'est du courage. C'est 23 ans. Là, j'ai des gens qui sortent dans la rue puis qui soutiennent plus ou moins le Hamas ici. Tu sais? Oui. La majorité des Français en faveur de la condamnation de Marine Le Pen. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Marine Le Pen, là, elle essayait de dire, écoutez, c'est politique, tout ça. 61% des Français disent non. C'est une condamnation qui est juste. Et il n'y a personne qui remet en cause, la peine est juste, puis il n'y a personne qui remet en cause la condamnation comme telle, c'est-à-dire que tout le monde semble accepter qu'en effet, elle a volé le Parlement européen pour payer des employés en France pour travailler pour son parti, le Rassemblement national. C'est à peu près, c'est fait. Et il y avait un grand appel à une manifestation à Paris hier pour Marine Le Pen. Selon la police, il y a eu 5000 personnes. Marine Le Pen dit non, il y a eu 10 000 personnes, mais c'est très peu dans un pays où les gens sortent manifester facilement et pour une cause comme celle-là. Donc, le cheval de Marine Le Pen est mort, à moins que la Cour d'appel dise qu'en effet, la peine, la sanction de 5 années d'inéligibilité pour Marine Le Pen aux élections, c'est trop. Elle ne se présentera pas, elle sera pas là aux prochaines élections. Non, mais les Français... Alors, regarde bien la course. Oui. Mais est-ce qu'ils peuvent être d'accord avec le fait qu'il y a une condamnation parce qu'elle a détourné de l'argent? Puis moi, je lisais, non pas pour ses profits personnels, mais pour engager du personnel parce que le Rassemblement national était endetté. Ça, on est d'accord avec ça. Légal. Est-ce qu'une juge qui dit, donc, tu peux pas te présenter aux élections, moi, je trouve que là, elle dépasse les bornes. Oui, mais c'est dans la loi. La juge a appliqué cette peine-là. Puis je te signale qu'ici, il se passe la même chose, c'est-à-dire que quand quelqu'un est condamné à plus de 2 ans de prison, il n'a pas le droit de se présenter aux élections, et ainsi de suite. Il y a un certain nombre de choses qui font que les gens ne peuvent pas se présenter aussi aux élections. Alors, la question, c'est vraiment, est-ce que la peine était trop sévère? C'est ça la vraie question. Oui. OK. Et rapidement, l'Iran? En Iran, ça, c'est stupéfiant. Figure-toi qu'il semble que l'Iran, en Suède, au Danemark, dans les pays scandinaves en général, soit en train d'organiser des bandes mafieuses d'adolescents qu'elles leur donnent de l'argent. Et ça fonctionne comme ceci, c'est-à-dire que des gens très jeunes, 14, 15 ans, font partie de ces gangs-là, et ils reçoivent un message sur leur téléphone. Et là, ça devient comme un jeu, une espèce de jeu de piste. Allez à tel endroit, allez dans tel buisson, fouillez à gauche. Et là, ils trouvent un pistolet. Maintenant, rendez-vous à tel autre endroit, puis regardez telle porte, faites telle chose, et tirez. Et en fait, tirer sur quoi? Tirer sur des ambassades israéliennes, parfois assassiner certaines personnes, et donc, la police au Danemark et en Suède pense que c'est vraiment des adolescents qui sont menés, qui sont manipulés par des forces iraniennes. Puis il y a de l'argent qui vient avec ça. Tu sais, vous faites sauter une porte, 3 000 euros. Bang, ça rentre dans ton compte. Tu tues quelqu'un, 80 000 euros. Ils ont juste ça en tête, hein? Ils ont juste ça en tête. Juste détruire, démolir, assassiner, blesser. Oui. Ils ont juste ça en tête. C'est vraiment une maladie mentale. C'est des infidèles. On est des infidèles. Ah ouais. Puis les autres sont quoi? Mais ça s'en vient ici, Benoît.
Je te l'annonce. Oui, non, je le sais. Je le sais, j'ai remarqué. Oui, j'ai remarqué, puis on laisse aller. Puis on a un chef de police qui a eu la faveur des médias, là, Fadi Daguerre, là, mais là, je pense qu'il faut qu'il rende des comptes. Puis on appelle nous autres, on l'invite, il vient plus en entrevue. Je pense que je l'ai choqué la dernière fois. Puis t'as une mairesse qui est complètement, je vais épargner le qualificatif, mais t'en as une pareille, Olivia Charr à Toronto, puis c'est le chaos pareil dans les rues de Toronto. Fait qu'on a ce qu'on mérite. Benoît, elles ont la solution. C'est non. Ah, j'aurais dû y penser. Merci, Luc. À demain. Salut, Benoît. Salut.